Bonjour tout le monde. Nous allons commencer par un cas clinique. Monsieur EZ, 56 ans. Sa maman et son oncle ont déjà un diabète et ils ont un syndrome métabolique. Il présente depuis 3 mois des symptômes particuliers. Il se sent tout le temps fatigué, il mange beaucoup trop, par contre il est en train de perdre du poids, il se réveille la nuit fréquemment pour faire pipi et il boit beaucoup d'eau. Tout ça a fait suspecter un diabète. Il est parti voir son médecin qui lui a demandé un bilan glucidique d'une glycémie à jeun, c'est-à-dire une glycémie après 6 heures d'abstention de toute alimentation, et une hémoglobine glyquée. La glycémie à jeun est revenue à 2 grammes par 10 litres, l'hémoglobine glyquée était à 8%. C'était le diagnostic du diabète et le médecin lui a annoncé cette maladie. On va voir dans cette vidéo, c'est quoi le métabolisme des glucides, comment le glucose circule dans notre sang et quel est le rôle de l'insuline, pour que finalement, on comprend pourquoi les gens font un diabète. On va aussi voir l'intérêt de ce bilan glucidique, comment faire pour diagnostiquer le diabète grâce à ce bilan et comment l'interpréter. On dit que le glucose, c'est le fuel du corps, c'est la source d'énergie numéro 1 que notre corps est capable d'utiliser et de métaboliser de façon très facile et ce, depuis très longtemps. En fait, lorsqu'on mange, le glucose existe pratiquement dans beaucoup d'aliments. Dans les pâtes, dans les fruits, dans la farine, dans le sucre blanc. Et même dans les fruits, le sucre n'est pas forcément le glucose, il s'appelle le fructose. Dans les produits laitiers, le sucre n'est pas le glucose, c'est le lactose. Mais dans le corps, c'est pratiquement la même chose. Il provoque la même réaction de l'insuline et les mêmes actions de métabolisme. Donc une fois qu'on mange des sources de glucides, en parallèle d'autres choses, de protéines et de graisses, notre corps est capable de métaboliser ces aliments dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Je ne vais pas détailler cette partie. Puis, il va y avoir une absorption de glucose. Le glucose, il est là, donc dans le sang, à concentration élevée plus que d'habitude. Pour contrôler ce glucose, nous avons dans notre corps 2 principales hormones qui sont présentes dans le pancréas. Nous allons zoomer dans le pancréas pour voir les îlots de Langerhans. Ils représentent 1% du parenchyme pancréatique, mais ils fabriquent des hormones variées. Il y a beaucoup de cellules, entre autres les cellules alpha et les cellules bêta. L'insuline est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans et le glucagon est fabriqué par les cellules alpha des îlots de Langerhans. Astuce pour mémoriser, glucagon à cellule alpha. Maintenant, lorsque nous avons une élévation de la glycémie dans le sang, on appelle ça hyperglycémie. Cette hyperglycémie va aller dans les îlots de Langerhans pour stimuler l'insuline. Le rôle de l'insuline est de remettre les choses dans l'ordre et réduire la quantité de glucose à la valeur normale. Lorsque nous avons une réduction de quantité de glucose, on appelle ça une hypoglycémie, c'est-à-dire glucose gone en anglais, nous avons la libération du glucagon. C'est une petite astuce de mémoire. Ce glucagon, on a dit, il est fabriqué par les cellules alpha et il va avoir un rôle pour élever le glucose. La valeur normale de glucose dans le sang à jeun, bien évidemment, est située entre 0,8, parfois 0,7 et 1,2 g par litre. Si nous avons un chiffre inférieur à 0,8 ou 0,7, on va dire hypoglycémie, glucose gone et glucagon. Si nous avons des chiffres de glucose supérieurs à 1,2, nous avons une hyperglycémie, les cellules bêta et l'insuline. Maintenant, dans le sang, nous avons l'insuline et le glucose. Là, il y a un travail qui va être fait au niveau de plusieurs organes. Le but de l'insuline est de se débarrasser de cet excès de glucose. Donc, il va agir au niveau de 3 principaux organes. 1, le foie, 2, le muscle, 3, les cellules graisseuses. Dans le foie, nous avons des récepteurs à l'insuline et nous avons des récepteurs au glucose. Les récepteurs à l'insuline, c'est des récepteurs tyrosine kinase. L'insuline va se fixer et il va y avoir une cascade de stimulation derrière. Ce qui caractérise le foie, c'est qu'il a des récepteurs au glucose qui sont libres. Dans le foie, il y a une circulation libre du glucose qui est indépendante de l'insuline. C'est les récepteurs GLUT2. Une fois nous avons une hyperglycémie dans le sang, ce glucose va entrer dans les cellules hépatiques spontanément, indépendamment de tout autre facteur. L'insuline qui est déjà stimulée par le glucose va se fixer sur son récepteur au niveau de l'hépatocyte et il va y avoir une cascade de réactions. Que va faire le foie ou la cellule hépatique de ce glucose? Grâce à l'insuline. En fait, l'insuline va aller dans le foie et transformer le glucose en énergie. Le glucose va se transformer en pyruvate avec le cycle de Krebs, acétyl-CoA, production d'ATP et production d'énergie. Ça,
c'est classé. On sait très bien que lorsqu'on mange, on a de l'énergie et c'est comme ça que ça se passe à travers le cycle de Krebs grâce à l'insuline. Mais une fois l'énergie produite et on n'en a plus besoin, le foie est capable de stocker l'excès de glucose sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est un moyen de stocker le glucose, c'est des molécules de glucose qui sont entassées. Mais le problème avec le glycogène, c'est que ça prend de l'espace dans le foie. Chaque molécule de glucose a besoin de 3 molécules d'eau, donc c'est pas très rentable comme moyen de stockage. Du coup, le foie, il ne se permet de garder le glycogène que pour 3 jours, une quantité que pour 3 jours. Donc, grâce à l'insuline dans le foie, nous avons une production d'énergie qui s'appelle la glycolyse et nous avons un stockage de glucose sous forme de glycogène qui s'appelle la glycogénogenèse. Ça, c'est pour le foie. Le deuxième organe, c'est le muscle. Contrairement au foie, le muscle n'a pas de récepteur au glucose pour circulation libre. Le glucose ne rentre dans le muscle que grâce à la stimulation de l'insuline. Les récepteurs au glucose dans le muscle, c'est les récepteurs GLUT4. Dans le foie, c'était les GLUT2. Ces GLUT4, comme on a dit, ils sont dépendants de l'insuline. Donc si on mange, on a une hyperglycémie, on a une production d'insuline, l'insuline va passer dans le récepteur musculaire et là, il va activer ce GLUT4. Ce GLUT4 va s'ouvrir et il va y avoir une introduction, un uptake de ce glucose dans le muscle. L'insuline et le muscle sont des amis très importants. J'adore ce que l'insuline fait dans le muscle. Il y a 3 principales actions. Premièrement, bien évidemment, c'est la production d'énergie. Comme on a vu tout à l'heure, les pyruvates, le cycle de Krebs, l'acétyl-CoA, production d'énergie et ATP, etc. Donc ça, c'est bien sûr une énergie. Quand on mange, on a de l'énergie dans notre muscle pour bouger, pour être bien, pour faire des choses. Ça, c'est la première chose que l'insuline fait avec le glucose. Deuxièmement, il y a le stockage de glycogène, bien évidemment. Pour la suite, si on ne mange pas, le muscle va avoir un peu d'énergie sous la main sous forme de glycogène. Mais comme je vous ai dit, le glycogène, ce n'est pas très rentable pour le corps. Il y a des molécules d'eau avec, le stockage et l'espace n'est pas très suffisant. Donc, il y a une quantité pour 3 à 4 jours. Si vous ne mangez pas du tout de glucides, ça va suffire pour uniquement 3 à 4 jours. La troisième chose que l'insuline fait dans le muscle, c'est la production de protéines, la fabrication de protéines ou protein synthesis en anglais. On dit que l'insuline est une hormone anabolisante. C'est pour ça qu'elle est anabolisante, parce qu'elle est capable de fabriquer des protéines. En fait, lorsque vous mangez, vous ne mangez pas que du glucide. J'espère bien, si on parle d'alimentation saine, il y a bien évidemment des protéines avec. Les protéines vont passer dans l'estomac et le grêle, vont être dégradées en acides aminés. Les acides aminés vont passer dans le sang et arriver en face du muscle, qui est déjà stimulé par l'insuline, il y a des récepteurs à l'acide aminé qui vont s'activer et commencer à introduire l'acide aminé à l'intérieur de la cellule musculaire. Il va y avoir une augmentation de l'uptake d'acide aminé dans le muscle. Ces acides aminés dans le muscle, grâce à l'insuline, vont reprendre une forme de protéines, vont s'entasser sous forme de protéines et on a une fabrication de protéines. Bien sûr, notre corps n'a pas très envie de faire ça parce que ça consomme de l'énergie, c'est un phénomène complexe. Il faut que, 1, vous mangez des acides aminés, vous mangez des protéines, 2, vous faites de l'exercice de résistance musculaire. Le muscle, il est stimulé et là, le corps va être obligé de fabriquer ces protéines. Votre masse musculaire est très importante pour votre survie, pour votre mouvement, pour votre métabolisme de base. Le muscle, quand il est au repos, il produit beaucoup d'énergie. La glycolyse est importante. Donc la masse musculaire, elle est très bonne. Donc si vous mangez des glucides, mangez avec des protéines et essayez de faire de l'exercice de résistance, de musculation. Donc dans le muscle, il y a la production d'énergie par glycolyse, il y a le stockage sous forme de glycogène par glycogénogenèse et il y a la production de protéines. Le troisième organe, là où l'insuline va agir, c'est le tissu adipeux. Là aussi, le tissu adipeux, les cellules graisseuses, n'ont pas des récepteurs de circulation libre de glucose comme dans le foie. C'est comme dans le muscle. C'est des récepteurs GLUT4. Donc si vous mangez, il y a une hyperglycémie, production d'insuline. L'insuline va se fixer sur son récepteur tyrosine kinase, qui est le même d'ailleurs dans le tissu adipeux. Et là, les récepteurs GLUT4 sont activés et le glucose va rentrer dans les adipocytes. Le glucose dans les adipocytes va bien sûr produire de l'énergie, il y a le pyruvate et le cycle de Krebs, ATP, etc. Mais là, c'est un peu moins abondant que dans le muscle. Le muscle, c'est l'organe de production d'énergie par excellence, même au repos, à la différence de la masse graisseuse qui ne produit pas trop d'énergie. Ça, c'est pour la glycolyse. Mais le tissu adipeux, il fait autre chose avec le glucose, qui est la production de triglycérides.
En fait, il va y avoir une transformation de glucose en glycérol. Dans l'acétyl-CoA, il va se transformer en acide gras. Bref, le glycérol et l'acide gras vont former les triglycérides, qui est une façon de stocker ces glucides-là. Et ce phénomène s'appelle la lipogénèse. On n'a pas besoin de molécules d'eau avec, donc le corps il a cette méthode intelligente de stocker ce glucose sous forme d'acide gras, de triglycérides, de lipides. Il y en a partout, hein, il peut en stocker sous la peau, sur les organes, donc l'espace ne manque pas. On n'a pas besoin de molécules d'eau, donc le corps a tendance à privilégier cette voie si vous mangez beaucoup de sucre. Donc pour résumer, le glucose, lorsqu'il est absorbé dans le tube digestif, il provoque une hyperglycémie, ce qui va stimuler l'insuline. L'insuline va agir au niveau de 3 principaux organes. Un, pour produire l'énergie, la glycolyse, et ça c'est partout, là où il y a l'insuline et le glucose. Dans le foie, il y a un stockage pour énergie immédiate sous forme de glycogène. Dans le muscle, il y a un stockage sous forme d'énergie immédiate, sous forme aussi de glycogène. Mais dans le muscle, il y a aussi une stimulation, si vous faites de l'exercice, de fabrication de protéines. Et dans le tissu adipeux, c'est un stockage sous forme de lipides et de graisse. Si vous ne faites pas d'exercice et vous mangez beaucoup trop, le corps aura tendance à privilégier la voie de la lipogénèse et vous allez prendre du poids sous forme de masse graisseuse. Maintenant, notre patient, il a de la fatigue, il mange beaucoup, il perd du poids, il a des signes urinaires, il est diabétique. Pourquoi il a ces symptômes? En plus, sa glycémie à jeun est de l'ordre de 2 grammes par litre. Pourquoi ce chiffre est élevé? Si le glucose est élevé dans le sang, on est dans une situation d'hyperglycémie, c'est que l'insuline n'a pas fait son rôle. On est devant une phase de résistance à l'insuline, c'est que les cellules ne répondent pas correctement à l'insuline. En fait, lorsque vous mangez beaucoup trop de sucre dans les Coca-Cola, dans les gourmandises, dans le sucre blanc, cette quantité de sucre, elle va stimuler de grandes quantités d'insuline dans le sang. Au départ, les cellules sont sensibles, mais après un moment, les récepteurs vont devenir inefficaces et totalement insensibles à l'insuline. Ce qui fait que le glucose ne va pas être géré, la stimulation va se poursuivre dans le pancréas, les îlots de Langerhans vont continuer à produire l'insuline et avec le temps, ils se fatiguent eux-mêmes et nous avons même une destruction des cellules bêta. Donc c'est un cercle vicieux de résistance à l'insuline. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'insuline n'agit pas là où il faut? Dans le foie, il ne va plus y avoir de libération d'énergie parce que l'insuline ne va pas activer le cycle de Krebs, etc. On a dit que le glucose peut rentrer librement dans le foie, mais pour qu'il se transforme en stock de glycogène, il faut l'insuline. Donc la cellule est incapable de fabriquer de l'énergie propre à travers le glucose. Elle a faim, cette cellule, elle va puiser dans ses stocks de glycogène, mais petit à petit, ces stocks de glycogène vont disparaître et la personne va sentir un état de fatigue et un état de faiblesse. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, puisque le muscle et la graisse, eux aussi, ont besoin de produire d'énergie, ils ne vont pas trouver l'insuline pour faire ça, ils vont puiser dans leurs réserves. Dans le muscle, la réserve, c'est le glycogène. On a dit qu'au bout de 3 à 4 jours, les réserves de glycogène vont s'épuiser. Le muscle n'a pas le choix, il va transformer ses protéines, ses acides aminés, en glucose. Et ça s'appelle la néoglycogénèse. Donc, il va y avoir une perte de masse musculaire. Dans la graisse, c'est la même chose. L'insuline n'est pas capable de produire l'énergie directement à travers le glucose, donc la cellule va puiser dans ses réserves d'acides gras, de triglycérides, qui va les transformer en glucose. Ça s'appelle la lipolyse. Et petit à petit, le patient va perdre du poids en masse musculaire et en masse graisseuse. La cellule elle-même, elle a toujours faim, elle a besoin d'énergie, elle n'arrive pas à trouver de l'énergie, elle va donner un signal au cerveau pour dire que j'ai faim. Donc la personne va se retrouver en même temps fatiguée, en train de beaucoup trop manger, mais en train de perdre du poids. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le glucose est toujours dans le sang, il n'est pas du tout géré. Les reins jouent le rôle de filtre. Ils filtrent le sang et ils réabsorbent la majorité des choses qu'ils trouvent dans le sang, entre autres le glucose. Mais à partir d'une concentration donnée, on dit que c'est autour de 1,8 g par litre, le rein est incapable de retenir ce glucose qui a été filtré. Donc le glucose va partir dans les urines. Et on a dit tout à l'heure que chaque molécule de glucose a besoin de 3 molécules d'eau pour pouvoir circuler. Donc le glucose qui est perdu dans les urines, il va prendre avec de l'eau. Donc la personne va se réveiller fréquemment et aller fréquemment aux toilettes pour faire pipi. Cette perte d'eau va s'associer à une sensation de soif parce qu'il y a une déshydratation, une perte de volume sanguin, et donc la personne va boire beaucoup. C'est exactement les symptômes que présente notre patient.
il est fatigué, il mange beaucoup trop, il perd de la masse musculaire et graisseuse, il perd du poids, il va faire pipi très fréquemment, il a toujours soif. C'est exactement les signes du diabète. C'est pour cette raison que lorsqu'on a mesuré la glycémie à jeun, on l'a trouvée très élevée à 2 grammes par litre. Par contre, c'est quoi cette hémoglobine glyquée? En fait, je ne vous ai pas dit au départ qu'une fois que le glucose est absorbé, il va se coller à un globule rouge. Lorsqu'il y a un excès de glucose, parmi les zones où le glucose peut se cacher, c'est dans les globules rouges. Et ce glucose, une fois il est caché dans le globule rouge, il va fabriquer l'hémoglobine glyquée. Et cette hémoglobine glyquée va rester comme ça jusqu'à la fin de vie du globule rouge qui est autour de 3 mois. Donc si on veut avoir une idée sur le métabolisme ou l'état du glucose dans le sang dans les 3 derniers mois, on mesure l'hémoglobine glyquée. D'ailleurs, certaines personnes trichent, ils font un régime très efficace juste avant le bilan et donc la glycémie à jeun est bonne. Par contre, on ne peut pas tricher avec l'hémoglobine glyquée qui renseigne sur les 3 derniers mois. Une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5% témoigne d'un état de perturbation du métabolisme glucidique dans les 3 derniers mois et d'un diabète qui n'est pas équilibré. Donc pour finir, le glucose dans notre organisme, il est géré par l'insuline. L'insuline fait beaucoup de bonnes choses dans le foie, dans le muscle, dans le tissu adipeux pour produire de l'énergie, pour stocker des protéines, pour avoir du glycogène comme réserve sous la main et pour avoir une réserve graisseuse. Si la personne mange beaucoup de sucre et ne consomme pas cette énergie, l'insuline sera produite d'une quantité très très importante. Il va y avoir une première étape de résistance à l'insuline. Ce n'est pas un diabète, mais c'est une résistance et on peut le deviner à partir de certains symptômes comme l'obésité, la fatigue, l'esprit qui n'est pas clair, une glycémie à jeun qui est quand même entre 1,1 et 1,2 grammes par litre, c'est dans la limite supérieure. Mais après une période de résistance à l'insuline, les îlots de Langerhans vont se fatiguer, toutes les cellules vont s'épuiser, on va passer à l'étape de diabète, là où nous avons le diagnostic confirmé par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 à 2 prélèvements à 15 jours d'intervalle ou une glycémie à jeun d'emblée à 2 grammes par litre, comme le cas de notre patient. L'hémoglobine glyquée sera élevée puisque le métabolisme des glucides est très important. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que nous avons vu le glucose et son circuit, le rôle de l'insuline, comment on peut devenir diabétique et comment on fait pour interpréter et voir la pertinence de ce bilan glucidique. Et merci pour votre attention. Je vous vois pour la prochaine vidéo.